Bonjour à tous et bienvenue dans En pleine forme, votre émission de santé. Aujourd'hui, on vous donnera plein de conseils pour changer vos mauvaises habitudes. On parlera aussi des compulsions alimentaires. Si vous avez des problèmes d'anorexie ou de boulimie, vous trouverez des solutions concrètes aujourd'hui. Et enfin, on fera un point sur le massage pour femmes enceintes avec nos spécialistes. Bonjour à tous. Bonjour Myriam. Je vous présente Catherine Leroy qui est thérapeute, masseur et acupuncteur. Alors Catherine, vous êtes allée très loin à Shanghai pour étudier et nous apporter vos compétences à Paris. En fait, oui, moi j'ai eu un parcours professionnel très atypique. J'ai déjà été dans le milieu médical et après je me suis lancée dans la beauté, donc j'ai tout réappris, etc. Et après, 2 valises, Shanghai, pour apprendre la médecine chinoise, aller dans une médecine plus profonde. Et de là, après, j'ai créé mes propres techniques et voilà. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Je souhaite aussi la bienvenue à Jeanne Turner qui est psychologue et clinicienne. Et puis Franck Platzek, on vous connaît, vous êtes un habitué du plateau et vous êtes spécialiste en PNL. Et hypnose aussi. Et hypnose, tout à fait. Alors on va commencer tout de suite avec le massage pour femmes enceintes. Une téléspectatrice est en pleine grossesse et elle aimerait savoir quels sont les bienfaits du massage pour elle et son enfant. Alors les bienfaits, je dirais que ça devrait être obligatoire à toute maman qui attend un bébé. Parce que mes recherches, tout ce que j'ai appris parmi tous ces métiers, m'ont fait créer cette technique. Parce qu'une maman, lorsqu'elle est enceinte, son bébé qui a un petit cerveau tout neuf, il va capter toutes les énergies de sa mère pour se construire. Donc si la maman est en bonne santé physique et psychologique, son bébé va évoluer d'une façon harmonieuse. Donc ça a été le but profond de mes recherches, de détendre la mère, de lui enlever ses problèmes physiologiques et physiques, de façon à ce que sa petite graine pousse d'une façon harmonieuse. Et on peut se faire se masser tout au long de sa grossesse, il n'y a pas de contre-indication ? Je prends vraiment beaucoup de précautions. C'est clair que je ne démarre jamais un massage de la femme enceinte avant 3 mois de gestation. Au préalable, je lui fais un bilan pour savoir où elle en est, si elle est suivie par son gynécologue, si elle a fait ses dernières échographies. Tout est normal. Si j'ai le OK du médecin, là, il n'y a pas de problème. De toute façon, il n'y a aucun risque pour l'enfant du fait que lorsqu'on est vraiment très professionnel, on sait où commence le danger. Donc, on fait en sorte de ne pas faire des choses qui vont aller à l'encontre du bienfait du bébé. Et normalement, ça se passe très bien. Parce que nos mamans, si elles n'ont pas de problème physique, l'enfant va évoluer vraiment d'une façon harmonieuse. Et en qualité d'acupuncteur, ce qui me permet le petit plus, c'est en même temps de piquer des points, des méridiens sur la mère, de façon à enrichir encore plus les défenses immunitaires, le sang, etc. Donc c'est vraiment un soin extrêmement complet. Un bénéfice pour la maman et aussi pour l'enfant. Quel point d'acupuncture vous visez ? Alors, bien sûr, des points essentiels comme la rate, la rate c'est le sang, les reins c'est toute l'ossification. Bon, ça c'est sûr que ça a été des années d'études, mais toute cette synergie, et à la fois d'acupuncture et à la fois de massage, font que c'est un soin hyper complet. Et en général, si la maman ne ressent aucun trouble, vraiment son enfant, je le vois parce que j'ai des mères qui me disent qu'elles n'ont pas été traitées pour leur premier enfant et elles se rendent vraiment compte de la différence. Vraiment. Absolument. Et au niveau de leur enfant, est-ce qu'il est plus calme à la naissance ? Absolument. Il pleure moins ? Mais d'ailleurs, je veux absolument envoyer ce message à toutes les mères. Il y a beaucoup de mamans qui ont peur qu'on leur touche leur ventre. Et en fait, mais bien au contraire, si l'enfant qui a son petit cerveau tout neuf sent des énergies différentes autour de lui, ça va l'ouvrir au monde, ça va l'ouvrir à être plus communicatif, plus en paix, plus ancré. Et c'est très important. Je ne fais aucune manœuvre qui sont dangereuses sur le ventre. Ce sont des manœuvres très douces. Et bien au contraire, quand l'enfant ressent un toucher, il se met presque à bouger pour capter. C'est complètement vibratoire. Alors quand on est enceinte, en général, on a des petites fringales, des envies de chocolat et des envies de gourmandise. On va parler d'alimentation, on va parler de troubles de l'alimentation avec les troubles de compulsion alimentaire, anorexie, boulimie. Une téléspectatrice en souffre et aimerait savoir si la PNL peut l'aider à gérer ce problème.
Oui, bien sûr. Alors, les troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose de particulier. En fait, on parle de l'anorexie, on parle de la boulimie, mais il y en a bien d'autres, hein, comme le grignotage aussi. Peut-être qu'elle assimile ça au grignotage. Il y a aussi un autre trouble qui est important qui s'appelle l'orthorexie, ce besoin de manger des aliments sains. Alors, ça peut être anodin quand c'est une fois de temps en temps, mais quand c'est en permanence et que ça impacte l'environnement et que ça impacte le travail de la personne, ses relations sociales, là, vraiment, ça peut être un gros problème. En ce qui concerne l'anorexie, on a plusieurs cas d'anorexie. Habituellement, c'est plus communément l'anorexie mentale qui est une anorexie restrictive où la personne s'empêche de manger. Je ne sais pas quel est le cas exactement de la personne. Ou bien, on peut avoir aussi de la boulimie où la personne mange énormément, parce que on va manger énormément, on va pouvoir se faire vomir aussi derrière, donc ça aussi, ça pose des problèmes. La grande question, c'est qu'est-ce qui se passe quand cette personne se met à pratiquer son trouble du comportement alimentaire. Nous, en PNL et en hypnose, hein, on part du principe qu'on a une émotion, un état interne, qui va générer un comportement. Donc à partir de là, c'est un symptôme, le comportement, on pourra le traiter comme un autre symptôme, avec des spécificités comme l'alimentation. Quelque chose de simple, c'est de changer le comportement. C'est ce qu'on peut faire en hypnose et c'est ce qu'on peut faire en PNL sous forme de prescription de tâches. Peut-être que la deuxième porte qu'elle ouvre en rentrant chez elle, après je vous vois sourire. C'est le frigo. Et ben voilà. Donc elle pourrait, c'est une plaisanterie, mais ça donne une image. Elle pourrait faire 3 fois le tour de la table du salon ou d'aller faire un peu de ménage avant d'avoir l'autorisation d'ouvrir la porte du frigo. Ça c'est ok, mais l'émotion qu'elle aura après avoir ouvert la porte sera plus la même. Elle aura peut-être plus envie, donc on va changer. On va changer cette façon d'agir. On va pouvoir le faire de cette façon-là, sous forme de prescription de tâches. Après, avec la PNL, on a accès à d'autres informations, à tous les processus internes. C'est comment la personne réfléchit. Qu'est-ce qu'elle se dit au moment où elle a cette émotion qui monte. Donc peut-être qu'elle voit quelque chose, peut-être qu'elle entend quelque chose. Donc comme on a accès à ça, on va pouvoir modifier ses représentations dans ces processus internes. Modifier le son qu'elle entend, modifier l'image qu'elle voit, modifier son ressenti aussi. On va pouvoir switcher. Comme on dit, et changer les représentations, qui va changer aussi l'état interne, qui va changer le comportement. On est fabriqué en termes de systémique. La moindre modification qu'on va pouvoir faire, ça va donner une modification au niveau du comportement. Après, la question, elle est aussi, c'est quoi le bénéfice ? J'ai toujours un langage un peu particulier, mais c'est confusionnant. C'est quoi cette intention positive d'avoir pris ce symptôme-là et pas un autre. Et quel est son bénéfice secondaire ? Parce que peut-être c'est pas correct d'arrêter de pratiquer. Je prenais l'exemple d'une anorexique. Elle est anorexique aujourd'hui. Bon, peut-être c'est son identité, peut-être seulement elle pratique son anorexie. Ça, c'est encore autre chose à découvrir. Mais un jour, elle est à la maison, ses parents se crient dessus, et à ce moment-là, le seul moyen qu'elle trouve, c'est de pousser son assiette. Et ils arrêtent de crier. D'accord. Et Elle se sert de l'alimentation et du repas pour gérer les situations de conflit. Voilà, c'est un outil. Il faut bien comprendre que le symptôme, c'est un outil. C'est un outil pour gérer ses états internes, pour avoir cet accès sur son environnement. Tout ça, c'est une systémique entière. Mais c'est un outil qui est mal utilisé. On peut dire que c'est une mauvaise habitude. À l'origine, il est protecteur. Parce que l'inconscient de la personne, il est là pour protéger cette personne. Et on va pouvoir modifier justement en s'adressant à l'inconscient. Jeanne, est-ce que vous, justement, en tant que psychologue clinicienne, vous avez des conseils à donner pour les mauvaises habitudes ? Comment changer les mauvaises habitudes ? Que ce soit des compulsions alimentaires ou d'autres mauvaises habitudes ? Oui, tout à fait. En fait, quand on dit mauvaise habitude, on est en train de parler de 2 grandes possibilités. C'est-à-dire, moi, en tant que personne avec cette pratique, j'estime que ce que j'ai mis en place ne donne pas les effets escomptés. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est mauvais. Ça peut être mauvais pour moi, ça peut être mauvais pour l'environnement. Et l'autre optique, effectivement, c'est que c'est pas l'axe du résultat, mais c'est jugé comme étant inapproprié, inadéquat. Et on a montré récemment que les études sur le cerveau indiquent qu'il est nécessaire de compter 6 semaines environ pour qu'une habitude puisse se transformer.
Donc, pour changer une mauvaise habitude, il y a, on va dire, un minimum de 2 phénomènes. Le premier phénomène qui est le faire, c'est-à-dire introduire une interruption dans l'habitude, en fait, dans la manière usuelle d'agir. Et ensuite, continuer, effectivement, à faire différemment. De ce fait, on est renvoyé sur faire différemment, penser différemment et ressentir différemment. Car, comme on disait tout à l'heure, à partir du moment où, par exemple, le regard que je porte sur moi-même est un regard clément et que je comprends et que je puisse apprécier que ce que j'ai mis en place en termes d'habitude, c'est une réponse à des sollicitations environnementales à un moment donné. Je peux à ce moment-là changer le regard que je porte sur moi ou sur ce phénomène et ça me permet de ressentir différemment. Alors concrètement, des petits conseils. Donc vous m'avez dit pendant 6 semaines, il faut répéter une nouvelle habitude pour l'instaurer dans notre quotidien. D'autres petits conseils qu'on peut utiliser pour casser la routine et changer ses habitudes? Ben voilà, c'est les deux facettes, on va dire. Changer sa routine, c'est très intéressant de se donner autre chose, c'est-à-dire n'importe quel petit changement est un indicateur, en fait, au système entier que le changement est possible. Par exemple, si un téléspectateur se couche tard, pendant 6 semaines, il va se coucher tôt et il va se transformer en un couche-tôt? Pas nécessairement. Il ne s'agit pas de remplacer un comportement par un autre. Notre optique n'est pas du tout de faire en sorte que la personne s'oblige à. C'est introduire la possibilité. Et dans la mesure où se coucher tôt, par exemple, il faut savoir ce que ça veut dire déjà, tôt pour elle, à partir du moment où la personne reconnaît en fait qu'il y a des bienfaits d'avoir une démarche plus raisonnable en ce qui concerne ses habitudes de sommeil, elle peut très bien choisir à ce moment-là d'intégrer la possibilité de se coucher tôt, c'est-à-dire, on va dire, 10 heures du soir, lorsque c'est possible. Et puis, si elle va au cinéma, elle se couche à minuit et qu'elle se pardonne de ne pas être couchée tôt également. Très bien, je vous remercie Jeanne Turner. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Réorganiser votre vie avec la ligne du temps que vous pouvez trouver aux éditions Inter-Éditions. Je vous invite à le lire et je vous remercie pour tous ces conseils. Je vous remercie vous pour votre fidélité et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission En Pleine Forme. Et n'hésitez pas à envoyer vos questions sur www.enpleineforme.net. C'est une excellente habitude à adopter. Au revoir.